Bon, ben, je pense qu'on peut commencer. Bonjour tout le monde. Je vois déjà une trentaine de personnes qui sont connectées. Merci d'être venu ce soir à ce webinaire sur l'interprétation de l'effet des glaces sur la zone côtière dans un contexte des changements climatiques. Ce webinaire est offert dans le cadre du projet Gouvernance participative et résilience face au changement climatique, mené par le regroupement des 4 municipalités de la baie des Chaleurs, Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure. Ce projet était financé par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement par son programme Climat Municipalité Volet 2. Et puis, ce programme vise à mettre en place des projets pilotes pour faire des innovations sociales ou techniques. Dans ce cas-ci, c'est des innovations sociales. Puis dans ce projet, on essaye de mettre en place des démarches participatives. Donc, on fait des séances de consultation, on fait de la sensibilisation, on fait de l'information. Et puis, le projet vise à mettre en place des outils d'aide à la prise de décision pour les 4 municipalités. Donc, il y a plusieurs livrables dans ce projet-là. La volonté des municipalités, c'est de passer à l'action. Et on travaille avec différents partenaires. Moi, je me présente Esteban Figueroa. Moi, je suis chargé de recherche au CIRAD, Centre de recherche au niveau collégial à Carleton-sur-Mer, partenaire de ce projet-là. On a plusieurs partenaires. Il y a les comités ZIP Gaspésie, il y a les 12 MRC Avignon et Bonaventure, les 4 municipalités, bien sûr. Il y a l'UQAR aussi qui est partenaire. Puis on collabore aussi avec différents ministères aussi. On offre des formations. On a déjà fait des sorties de sensibilisation, notamment en septembre passé avec les comités ZIP pour regarder la dynamique côtière. Là, on peut, avec les gens, quand on pouvait les faire en présence. Ces webinaires-là, ils étaient supposés être en présence l'an passé à même date, mais avec la pandémie, on a dû l'annuler. Mais on voulait quand même le tenir cette année et puis vous présenter des informations justement pour vous sensibiliser à l'importance de la dynamique des glaces. On est quand même dans un pays nordique. Puis voilà, ça va durer environ 1 heure. J'ai avec moi les 12 experts de l'UQAR qui vont présenter, mais ils veulent quand même que ce soit une mode discussion, en fait. Donc, vous pouvez participer par les chats pour converser. Il y a aussi les modes questions-réponses. J'ai 2 collègues avec moi, Laurent David, Sarah Roger aussi, qui sont présents, qui pourront nous aider, là, les panélistes, là, les présentateurs. Ils veulent que ce soit d'une façon conviviale. Là, si vous avez des questions, au fur et à mesure qu'ils expliquent les choses, vous pouvez envoyer nos questions, puis on va les arrêter, puis on va poser des questions. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présente les 12 experts de l'UQAR, chers collaborateurs et collègues qui ont bien voulu participer à ce webinaire-là. Donc, on a avec nous Dany Dumont, qui est professeur en océanographie physique à l'Institut des sciences de la mer à Rimouski, à l'ISMER. Il porte plusieurs chapeaux. Il est aussi directeur du Réseau Québec Maritime. Il a mené depuis quelques années plusieurs projets de recherche. Et ces recherches portent surtout sur la dynamique de la glace des mers, les interactions air-mer en présence des glaces, la prévision opérationnelle des vagues, des rives, ondes et tempêtes. Et puis, il a fait quelques missions même en Arctique aussi. On a aussi avec nous Jérémy Baudry. Lui, il est professionnel de recherche à l'UQAR depuis quand même quelques années. Il travaille aussi pour le laboratoire avec Dany, puis travaille aussi avec le laboratoire de dynamique en gestion intégrée des zones côtières. Lui, Jérémy, on maîtrise en océanographie physique de l'Institut des sciences de la mer aussi. Et puis, sa recherche concerne principalement la modélisation et la prévision numérique des conditions des vagues dans les Saint-Laurent. Donc, c'est ça. Avec eux, là, on pourrait discuter vraiment la dynamique des glaces, puis quels sont les impacts, là, justement, avec les changements climatiques. Je vais donner la parole à Dany et Jérémy. On va commencer avec ça. On a un petit mini-quiz qu'on a préparé, là. Je vais vous donner l'ego dans quelques minutes, là, puis vous allez pouvoir répondre en direct là, sur les Zoom, en fait, sur les webinaires directement. Et puis, ça va nourrir un peu nos discussions. Fait que je peux vous donner la parole, Dany et Jérémy. Merci beaucoup, Esteban. Merci au CIRAD de nous avoir invités. On est content que ça puisse avoir lieu cette année, même si c'est en mode virtuel. Donc, on aurait bien aimé se déplacer en baie des Chaleurs pour aller voir la glace qu'il y a ou qu'il n'y a pas cette année, en fin de compte. Donc, aujourd'hui, on va présenter à deux, en fin de compte. Puis, donc, Jérémy va commencer avec on a voulu un peu savoir quelles sont les conceptions des gens de la banquise. Il y a différents niveaux d'expérience, de connaissances là. Et puis, on aimerait, notre but, en fin de compte, pour cheminer vers la résilience, vers dans notre conception de la résilience, on n'est pas du tout expert de ce concept-là, mais on pense que c'est important de bien connaître le milieu,
par l'expérience, par la théorie, en tout cas, du moins, et puis de tranquillement l'apprivoiser, si on veut, du moins que les conséquences liées à des événements, des aléas, puissent être minimisées, ou du moins qu'on puisse les comprendre et les voir venir. Donc, on espère que la présentation va aider à ce sens. Fait que Jérémy, je te laisse débuter par voilà, le petit quiz, justement. Oui, donc c'est ça, comme Danny disait, c'est sûr que quand on parle de changement climatique, je pense qu'effectivement, avant de parler de résilience, l'important, c'est de comprendre un peu, de savoir de quoi on parle. Et souvent, je pense que en tout cas autour de nous, des fois, on peut entendre certaines conceptions un peu erronées de ce qu'est les changements climatiques, et notamment des conséquences avec la glace. Et donc, en fait, justement, pour sonder un petit peu ça, en tout cas dans l'auditoire ce soir, on a juste posé quelques questions au sujet de la glace. Fait que je ne sais pas si déjà, en tout cas, le sondage a été envoyé. On peut le faire en direct maintenant. Si vous voulez bien, là, je vous envoie ça, vous allez le voir, puis on va voir les réponses en direct là. Vous allez pouvoir voter, et puis on pourra regarder là. Il y a 3 questions, en fait. Donc, vous pouvez aller voter en ce moment. On va prendre quelques petites minutes là. Dès que les réponses vont commencer à arriver, on va voir là, comment ça... C'est quoi vos perceptions aussi, en fait, là, des 3 questions. Voilà, on continue la votation. Vous voyez mon écran du vote? Oui. Danny, est-ce que vous voyez mon écran du vote? Oui, on voit juste le sondage. On ne peut pas y répondre. C'est écrit que les... Non, ça, c'est le conférencier ne peut pas répondre parce que vous connaissez les réponses. Donc, on peut fermer, j'imagine. Donc, moi, je peux vous le dire, là, en ce moment, on a pour la première question, affirmation, la glace se forme plus rapidement dans un lac que dans le Saint-Laurent. 73% des répondants mentionnent que c'est vrai. 21% que c'est faux, puis il y a 5% qui ne sait pas. Pour l'affirmation, la fonte de la banquise en Arctique va faire augmenter significativement le niveau de la mer dans le Saint-Laurent. 48% répondent que c'est vrai, 40% disent que c'est faux, puis 12% disent qu'ils ne savent pas. Puis à la 3e question, affirmation, l'absence de banquise saisonnière augmente les risques d'érosion et d'inondation à la côte. Presque unanimement, à 98%, les gens ils disent que oui. Donc, ça nous donne une bonne idée, on peut là, de où est-ce qu'on se place pour continuer la présentation. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont voté. Merci, ça aiguille bien. Bon, mais déjà, c'est intéressant. Je pense qu'on voit déjà qu'effectivement, il y a en tout cas, je pense qu'il y a autant de gens qui pensent que c'est vrai que c'est faux. Donc, pour la première question, effectivement, je pense que la plupart ont répondu que c'était vrai. Et effectivement, si j'arrive à changer. Donc, effectivement, oui, c'est vrai, la glace dans un lac se forme beaucoup plus rapidement que dans la mer. La raison, c'est tout simplement lié au fait que dans l'eau de mer, on a la présence de sel qui fait finalement diminuer la température de congélation de l'eau. Donc, pour de l'eau douce, on est aux alentours de 0 degré. Et plus on augmente la salinité, plus on va diminuer la température pour la congélation. Et en fait, pour de l'eau de mer qui se trouve à peu près à 33 grammes par kilo, 33 grammes par litre, finalement, on se retrouve à avoir une température de l'ordre de 1,9 degrés, finalement, sous zéro pour que la glace commence à se former. Notre point intéressant aussi, d'ailleurs, c'est sur le graphe ici, c'est que l'eau a une certaine densité et le maximum, cette densité dépend de la quantité de sel, mais dépend aussi de la température de l'eau. Et finalement, cette densité est maximale pour de l'eau qui est plus froide. Donc, généralement, l'eau au fond d'un lac, par exemple, va être autour de 4 degrés. Bon, c'était juste une question pour commencer ce quiz-là. Mais un peu plus, qui est une question qui nous concerne un peu plus là, au niveau des changements climatiques.
la fonte de la banquise en Arctique va faire augmenter significativement le niveau de la mer dans le Saint-Laurent. Ça, on a posé cette question parce que je pense que c'est celle, à mon avis, qui a été le plus répondue à peu près à moitié-moitié vrai et faux. Alors, dans le fond, ça, c'est faux. La raison, tout simplement, je pense que là, c'est une conception qu'on a, une perception qu'on a. La banquise, quand on parle de banquise, on parle de glace de mer. C'est-à-dire que, finalement, c'est de la glace qui se trouve sur l'eau. Donc, je pense que la plupart des gens ont déjà fait l'expérience d'oublier de prendre l'apéro, remplir son verre de glaçons et oublier son verre et attendre que les glaçons fondent. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu son verre d'eau déborder une fois que les glaçons ont fondu. En réalité, en fait, l'augmentation du niveau moyen des mers est en très, très grande partie liée non pas à la fonte de la banquise en Arctique, mais à la fonte des glaciers et de la glace qui se trouve sur Terre. Donc, de la calotte glaciaire, principalement au Groenland et en Antarctique. Quand on parle d'ailleurs d'augmentation du niveau de la mer, souvent on parle d'un niveau moyen, donc qui est, comme je l'ai dit, lié à la fonte des glaciers, qui est aussi lié à ce qu'on appelle de l'expansion thermique. Donc, c'est-à-dire plus finalement on réchauffe l'eau, plus celle-ci va prendre de l'expansion. Mais il faut penser que à travers tous ces effets globaux, il y a aussi des effets régionaux qui vont jouer sur l'augmentation du niveau de la mer. Et finalement, quand on parle, par exemple, si on dit qu'il va y avoir 50 cm d'augmentation du niveau global du niveau de la mer, en réalité, il y a des endroits où l'augmentation va être beaucoup plus importante et d'autres endroits où l'augmentation va être beaucoup moins importante. Et ces effets régionaux-là sont notamment en très grande partie liés finalement aux courants marins qui vont dispatcher finalement à travers le monde, si on peut dire, l'apport, le surplus d'eau. Donc ça, c'est des effets qui sont vraiment à prendre en compte, c'est effectivement tous ces effets qui peuvent être régionaux. J'ai une question qui vient de rentrer, en fait, c'est marqué, est-ce vrai aussi pour le Saint-Laurent fluvial, soit la partie non salée? Donc, on parle de, est-ce vrai que la fonte de la banquise n'affectera pas le niveau du Saint-Laurent fluvial? Donc, oui, c'est vrai. Donc, les niveaux d'eau dans la portion fluviale sont beaucoup déterminés par l'apport d'eau, en fin de compte. Donc, là, on parle de neige ou glace qui serait sur le continent. Donc, c'est un peu le même principe que les glaces, les inlandis continentaux au Groenland et en Antarctique. Donc, toute la glace qui se trouve sur le continent et qui arrive en mer, évidemment, c'est elle qui contribue au rehaussement des niveaux d'eau. Donc, dans la portion fluviale, la glace de mer et la glace de rivière aussi, c'est le même principe, elle ne contribuera pas parce qu'elle est formée d'eau qui est déjà dans le bassin. Puis, c'est un commentaire, plutôt que la vitesse des fontes comparativement au lac. C'est marqué comme commentaire. Mais... comparativement au lac. Ah! Effectivement, ouais. Dans un lac, comme on l'a vu, là, généralement, on le voit d'ailleurs, les lacs prennent beaucoup plus de temps à caler que la glace de mer à fondre au printemps. Donc, c'est le même principe finalement. Ça prend beaucoup plus de... Dans le fond, la température que ça prend pour passer de la glace à l'eau, finalement, pour faire fondre la glace, est beaucoup plus basse pour l'eau de mer. Donc, finalement, effectivement, plus rapidement, on va avoir tendance à avoir une perte de glace de mer que de glace dans un lac. Et un autre facteur important, c'est que dans la mer, la banquise, elle est plus souvent mobile, alors qu'un lac, elle reste statique. Et dès qu'on a de la mobilité, on a de la fracture, on augmente les échanges de chaleur entre l'atmosphère, l'océan et la glace qui peut accélérer la fonte finalement. Merci. Et donc, l'absence de banquise saisonnière augmente le risque d'érosion et d'inondation à la côte. Donc, je pense que la plupart avaient répondu oui. Et effectivement, l'absence de glace peut engendrer des risques plus accrus, en tout cas de submersion côtière. La réponse, d'ailleurs ici, je vous ai mis quelques images du laboratoire de dynamique
zones côtières de l'UQAR. Dans le fond, ça, c'est des images qui ont été prises pendant la tempête du 6 décembre 2010. Donc, je pense que peut-être sûrement que la plupart de vous se souviennent de cette tempête-là. Dans le fond, les événements de submersion côtière sont en grande partie liés à 3 composantes. Donc, des marées astronomiques qui sont disons qui sont des marées astronomiques qui sont fortes. La présence de ce qu'on appelle d'ondes de tempête, c'est-à-dire quand il y a une tempête, on va avoir des vents qui vont souffler sur l'eau et générer une surcote, finalement, une élévation de l'eau, du niveau d'eau proche des côtes. Et à ça s'ajoute aussi l'effet des vagues. Alors, effectivement, donc c'est sur ce petit schéma-là que je vous montre ici. Donc, finalement, si vous voyez, je ne sais pas si on voit mon petit pointeur. Hop. Oups. Voilà, le pointeur est là. Le pointeur est là. Et ici, on peut voir, mettons, cette ligne en pointillé, ça serait le niveau d'eau lié à la marée astronomique. S'il y a une tempête, on va avoir une augmentation du niveau d'eau avec l'onde de tempête qui approche. Et très proche de la côte, on a l'effet qui est lié aux vagues. Donc, ce qu'on appelle du setup et du run-up, c'est-à-dire quand les vagues arrivent à la côte, on a un surplus d'eau qui est généré par ces vagues. Alors, effectivement, l'effet de la glace... Oups. Pardon. Voilà. Sur ce petit schéma-là, justement, je vous montrais, ça, c'est des observations qu'on a eues en fait, des observations et des modélisations a posteriori de la tempête du 6 décembre 2010 à Belle-Dune. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que le 6 décembre, on avait justement ça tombait pile dans une marée très haute, avec une onde de tempête, donc un surplus d'eau lié à une onde de tempête qui est de l'ordre de 1 mètre, et avec en plus de ça, des vagues qui sont de l'ordre de 1,5 mètre. Alors ici, pour juste un petit rappel, ce qu'on voit ici sur du 3 au 30 décembre, donc ça c'est l'axe temporel qu'on a sur le panneau, les 3 premiers panneaux, on voit très bien le cycle, ce qu'on appelle vivo-morto. Donc on a chaque jour 2 marées hautes et 2 marées basses, et sur 2 fois par mois lunaire, en fin de compte, on a quand la Lune et le Soleil sont alignés, on a une augmentation du marnage, la différence entre la marée basse et la marée haute, qui est plus grande que lorsque la Lune et le Soleil sont orientés en quadrature. Donc, les plus hautes marées hautes, donc au cours d'un mois, en fin de compte, sont appelées les marées de vives eaux. Et c'est autour de ces événements-là, de ces journées-là, où si on a une surcote, bien, on a le plus de chances que cette surcote atteigne des niveaux très élevés à la côte. Donc, on voit ici sur ce graphique que autour du 15 décembre, on avait des surcotes significatives par rapport à la marée prédite ici. Vous voyez, donc ici, on a juste l'élévation par rapport au niveau d'eau de la marée astronomique. Vous voyez, pratiquement 70 cm de plus que la marée prédite. Mais parce qu'on était dans des marées hautes de mortes eaux, donc moins élevées, il n'y a pas eu d'impact ici. Donc, il faut qu'il y ait une conjonction finalement entre des marées très hautes et des surcotes qui, elles, sont créées par un abaissement de la pression atmosphérique et l'effet des vents qui peuvent, Jérémy l'a mentionné, augmenter le niveau, mais parfois, ils peuvent aussi descendre le niveau, tout dépendamment des conditions météorologiques et de où on se trouve dans un bassin océanique comme le golfe du Saint-Laurent ou une baie. Et par-dessus ça, on a l'effet des vagues. Donc, évidemment, les vagues à une certaine côte vont être, la hauteur va être déterminée par la direction des vents. Évidemment, si les vents soufflent depuis la côte vers le large, ben, on ne génère pas de grandes vagues, mais si au contraire, les vents proviennent du large, les vagues vont être formées, on va avoir le temps de se propager et impacter la côte plus fortement. Donc ici, au 6 décembre, en moyenne, on avait des vagues de hauteur significative de 1,5 mètre qui s'ajoutent à une surcote d'à peu près 1 mètre,
qui s'ajoute à une marée de vives eaux, voilà, très haute à ce moment-là. Et donc, ça prend une conjonction de ces trois éléments-là pour générer des événements extrêmes, parce qu'en moyenne, évidemment, on a des plages ou des côtes qui sont à peu près en équilibre avec le niveau moyen et qui sont endommagées par ces événements extrêmes à quelques endroits. Si vous me permettez, j'ai deux questions et un commentaire. On pourrait les passer maintenant. Il y a une question sur la partie plus terminologique. Il y a quelqu'un qui veut savoir si, côté terminologie, là, pour setup et run-up, peux-tu déterminer une façon plus en français? La personne a lu que jet de rive et remontée, c'est des terminologies en français. C'est vrai? Jet de rive pour le run-up, pour le setup. Setup, je ne connais pas de mots français pour ce terme-là. Donc, si on y va au niveau des processus, ce qui se passe, le setup, c'est plutôt une accumulation. On peut voir que les vagues transportent évidemment de la quantité de mouvement et lorsqu'elles arrivent près de la côte, elles convergent. Donc, il y a une accumulation. Le mot qui a été mentionné, c'est, Esteban? Jet de rive et remontée. Remonter, ça peut être ça. En fait, remonter de l'eau. Ouais, remonter, mais il faut le voir comme une convergence. Puis vous voyez que le setup ou la remontée, la convergence, elle se fait à la côte, mais juste devant la plage, il y a une divergence. Donc, il peut y avoir un creux dans le niveau d'eau. Et à la côte, c'est une convergence. Et le jet de rive, effectivement, c'est lorsque les vagues s'abattent sur la plage et viennent évidemment s'écouler jusqu'à des niveaux maximum. Et lorsque ces niveaux-là franchissent des obstacles, ben, c'est là où on a des épisodes de submersion. Merci beaucoup. On a souvent de la misère à traduire les mots dans notre jargon anglophone. J'avais une autre question. Si vous passez au graphique, là, plus avec les marées et les conjonctures, il y a quelqu'un qui veut savoir si c'est comme ça à tous les ans. C'est-tu comme ça à chaque temps de l'année? Alors, très bonne question. En fin de compte, pourquoi ça arrive au mois de décembre, au mois de janvier, etc.? Donc, la réponse est que, premièrement, climatologiquement, en moyenne, d'abord, les vents sont plus faibles en été. Ça, c'est bien connu. Puis, quand arrive l'hiver, et l'hiver surtout, en fin de compte, on a des bonnes tempêtes. Vous avez vécu la dernière semaine, notre semaine de relâche ici, là, très, très, très venteuse. On a eu des vents, des rafales jusqu'à 90-120 km/h aussi, des conditions de blizzard qu'on retrouve très rarement en été. Donc, en fin de compte, ça, c'est un premier facteur. Donc, ça arrive l'hiver. Par contre, pourquoi au mois de décembre et pourquoi pas au mois de février? Bien, justement, on arrive à le point principal, en fin de compte, c'est qu'au mois de janvier, février, bien là, la glace vient aussi s'ajouter dans l'équation pour atténuer les effets des vagues, notamment, et donc réduire la probabilité qu'il y ait de la submersion aux côtes. Par contre, dans le Saint-Laurent, dans nos conditions, bien, au mois de décembre, il y a des années où la glace ne se forme pas. Et là, ben, l'eau libre est sujette aux tempêtes, aux forts vents, qui génèrent les vagues et les surcotes, finalement. Donc, moi, si j'avais à surveiller la côte, finalement, je regarderais d'abord à quelle période du mois sont les marées de vives eaux. On commence par ça. Et ensuite, on aimerait bien savoir s'il va y avoir des tempêtes de vent lors de ces marées de vives eaux. Évidemment, les prévisions météorologiques ne sont pas très fiables un mois à l'avance, 2 semaines à l'avance. On peut commencer à regarder ce qui s'en vient comme système. 1 semaine à l'avance aussi. Quelques jours à l'avance, là, on commence à avoir des prévisions d'Environnement Canada qui vont commencer à être, ou d'autres modèles, qui vont commencer à être de plus en plus fiables, surtout en regard des tempêtes. Et j'ai fait l'exercice, donc il y a eu une surcote significative au mois de décembre dernier, 14-15 décembre, et donc, avec un journaliste qui m'avait contacté quelques jours avant, on a regardé ensemble les prévisions et puis autour de la marée de vives eaux, il y avait bel et bien un système météorologique qui s'en venait. Et donc, je lui ai simplement dit de surveiller les conditions. Donc, il va falloir évidemment regarder quelle est l'amplitude de cette tempête-là, quelle est l'orientation des vents, est-ce que les vents tournent au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est très difficile de prévoir à très longtemps d'avance. Mais on a ici les ingrédients ou les espèces de signaux d'alerte auxquels il faut porter attention là, pour prévenir en cas de se préparer dans une éventuelle surcote. Avant de vous laisser continuer, il y avait un commentaire qui mentionne que ce sont les vents d'est qui causent l'augmentation du niveau d'eau sur la péninsule gaspésienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, on est d'accord. Puis l'important, c'est peut-être comprendre pourquoi. Donc, les vents, la péninsule gaspésienne, évidemment, fait face regarde vers l'est. Et c'est là où, justement, quand les vents proviennent de l'est, ben, le vent contribue à générer des vagues qui vont, donc on appelle ça un grand fetch. Donc, le vent va pousser longtemps sur l'océan et va pousser longtemps sur une vague qui, elle, va prendre de l'amplitude, va devenir plus longue aussi et va ultimement impacter les côtes. Donc, c'est tout à fait vrai. C'est aussi vrai dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, ici, à Rimouski, on regarde les tempêtes du nord-est, en fait, qui sont bien alignées avec l'axe du Saint-Laurent. C'est ou d'ouest. En tout cas, ouais. Quand c'est vraiment aligné avec... Exactement. Mais les tempêtes d'ouest génèrent des fortes vagues aussi, mais qui sont plus courtes à ce moment-là. Donc, ça dépend de l'orientation de la côte par rapport au bassin océanique. J'ai encore 2 questions. On va essayer de répondre quand même vite pour vous laisser continuer. Il y a quelqu'un qui se demande... Pardon? C'est le cœur du sujet, donc c'est important. Oui. Oui, c'est super important. Il y a quelqu'un qui se demande si c'est les vagues qui font fondre la glace. Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, nous, c'est justement sur les choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Alors, donc, effectivement, peut-être qu'on va revenir sur l'effet des vagues, justement, pour à la côte. Donc, effectivement, quand il y a de la glace, un gros avantage de la glace face à des tempêtes, c'est que les vagues s'atténuent dans la glace avant d'arriver à la côte. Puis, donc, on va vous montrer une petite vidéo qu'on a prise à la baie du Ha, donc c'est au parc du Bic, proche de Rimouski. Dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'il y a des vagues qui viennent justement de l'ouest, du sud-ouest, dans le sens du Saint-Laurent et qui se propagent petit à petit dans la glace. Et finalement, je vais redémarrer. Donc effectivement, cette glace-là permet vraiment de faire quelque part une barrière naturelle aux effets des vagues à la côte. Alors par contre, effectivement, ces vagues-là, elles vont d'un côté s'atténuer dans la glace, mais si ces vagues sont assez fortes, elles vont éventuellement aussi permettre de fracturer la glace. Et cette fracture de la glace, effectivement, va pouvoir permettre en fait à la glace, d'une part, de pouvoir être beaucoup plus mobile, donc c'est-à-dire qu'avec l'effet des courants, notamment des courants de marée, etc., va pouvoir être beaucoup plus mobile et éventuellement partir au large. D'ailleurs, c'est déjà arrivé plusieurs fois après un gros événement de vent et de vagues, finalement. Au début, on avait des baies proches du Rimouski qui étaient complètement remplies de glace. Et le lendemain, après un gros événement de vagues, on revient et il n'y a plus du tout de glace. Et typiquement, ça, c'est l'effet des vagues qui ont fragmenté la glace. Et après, la glace a pu partir avec les courants. Et autre chose, effectivement, aussi au niveau de ce qu'on appelle la thermodynamique de la glace, effectivement, des processus de fonte et de gel, effectivement, quand la glace, on a des plus petits morceaux, ben, on va avoir tendance à avoir une fonte beaucoup plus rapide. C'est pour ça que la plupart des gens vont casser la glace devant chez eux au printemps pour essayer de faire fondre le plus rapidement la glace de chez eux. C'est un peu le même principe. Est-ce qu'il y avait une autre question, Esteban? Oui, il y en a quelqu'un qui veut savoir si les vagues sont-ils moins fortes en hiver si le fleuve est gelé? Ah, bonne question. La réponse est non. Il n'y a pas de différence, en fin de compte, dans la génération, propagation des vagues en fonction de la température de l'eau. En tout cas, pas d'effet mesurable à grande échelle. C'est des questions qu'on reçoit aussi, qu'on pose aussi dans la communauté scientifique, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de. L'effet est très, très, très négligeable s'il y en a un. Donc, j'avais une autre question, si vous voulez bien. Quelqu'un qui demande, serait-on affecté par l'augmentation de la fréquence et l'intensité des ouragans en automne? Je ne sais pas s'il y a un lien avec... Bien, effectivement, il y a beaucoup de recherches à la fois dans les observations, dans les modèles aussi, pour voir est-ce que les vents, le régime de vent va changer. Et ce qu'on voit, c'est que l'intensité des vents ne change pas nécessairement pour un endroit localisé, mais ce qu'on voit, c'est justement la fréquence des vents extrêmes,
ou la trajectoire des tempêtes qui est affectée. Donc, c'est un signal, donc c'est une hypothèse qui a été formulée il y a quelques années qui tend à se confirmer au fur et à mesure qu'on a des observations et vraiment un changement climatique aussi qu'on observe, là. Et ça peut affecter effectivement. Donc, l'Atlantique Nord serait soumis à ce régime, ce changement-là. Donc, il y a les courants, le mélange, la stratification de l'Atlantique Nord serait affectée par des changements dans la trajectoire des tempêtes en moyenne. Oups, pardon. Donc, vous avez vu la vidéo à maintes reprises. Si on poursuit, est-ce que... Pardon, j'ai des petits bruits des fois que mon ordinateur fait. On va aller ici. OK, voilà. Alors, on a mis cette image-là parce qu'en fin de compte, le fait que la glace atténue les vagues, ce n'est pas nouveau, hein? Ça a été connu. Puis même, donc à l'époque de Shackleton, l'explorateur de l'Antarctique, ils ont utilisé aussi les glaces pour se réfugier des tempêtes antarctiques, donc qui sont les plus grosses tempêtes sur la planète, en fin de compte, qui là-bas aussi contribuent à moduler le paysage de glace, en fin de compte. Donc, nous, c'est notre domaine d'étude. Donc, on cherche à comprendre quels sont comment l'atmosphère, l'océan, la glace dansent ensemble, échangent l'énergie, la chaleur, du momentum. Et c'est très riche comme problème. Donc, voilà. Moi, on avait prévu peut-être faire un petit survol de ce qui se passe en Arctique à une échelle plus globale pour revenir ensuite dans le Saint-Laurent. Donc, vous avez peut-être vu quelques animations comme celle-là où, évidemment, on voit l'Arctique, la glace, la banquise. Donc, c'est la banquise, on parle toujours de la glace qui est formée dans l'océan, en Arctique, donc qui prend de l'expansion, qui se forme à l'hiver et qui fond à l'été, bien évidemment, avec le cycle des saisons. Donc, ici, on le voit sur un cycle saisonnier d'une année à l'autre. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on arrive dans les années 2000, le minimum de glace qui survient autour du mois de septembre, à la mi-septembre, celui-là diminue. Donc, l'étendue totale de glace dans l'Arctique diminue beaucoup. Et souvent, l'accent dans les médias est mis sur le moment où on va perdre la glace dans l'Arctique, où l'Arctique va devenir sans glace. Mais il faut se rappeler que c'est pendant l'été. Mais à chaque hiver, c'est la nuit polaire, il fait quand même encore très froid, la glace se reforme et atteint des superficies qui sont quand même significatives. Donc, tout le bassin arctique devient gelé. L'enjeu, c'est sur ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est de la glace qui est colorée. Donc, même ce qui est en gris pâle, c'est de la banquise. Et ce qui est en blanc, c'est la glace qui est vieille, donc qui survit un été. Et donc, qui gagne un an à chaque été qu'il survit. Donc, on voit la glace la plus blanche, elle a plus de 4 ans. Et ce qu'on voit avec le temps, on est en 2011 ici, on voit que cette glace très vieille, on est en train de la perdre en moyenne. Donc, il y en a beaucoup moins qu'il y a 1 à 2 décennies. On la perd à un rythme quand même assez effarant. Et c'est elle qui, lorsqu'elle ne sera plus là, c'est elle qui fond le moins rapidement. Donc, elle est un indicateur pour le moment où on va perdre finalement toute la glace en été en Arctique. Donc, on va le laisser aller jusqu'en février 2019. Vous voyez ici, il ne reste que très peu de glace qui est âgée de plus de 3 ans. Alors qu'au début, en 90, vous voyez que à la fin de l'été, ça occupait pratiquement la moitié du bassin arctique. Donc, c'est extrêmement concret, significatif, les changements qu'on observe là-haut. Et on va venir tout à l'heure un peu voir ce qui se passe dans le Saint-Laurent. Juste pour mettre l'accent ici, vous avez vu le rétrécissement. Donc, le réchauffement global cause un rétrécissement de la couverture, en été surtout, et jusqu'à ce qu'on atteigne finalement, donc les chercheurs avec des modèles tentent de prédire le moment où on aura un Arctique sans glace l'été, ou du moins une partie de l'été. Mais aussi, il y a une réduction proportionnelle de la proportion de glace pluriannuelle, donc une réduction de l'épaisseur moyenne de la glace qu'on trouve. Ici, on vous a mis dans la présentation que vous pouvez consulter plus tard là, des liens où vous pouvez explorer la variabilité de ça d'année en année comparé à la moyenne. Et on voit ici que toutes les années récentes, finalement, se situent sous la moyenne et même sous la moyenne plus ou moins anécartique. Là. On est clairement dans une époque de changement très rapide en Arctique. Donc,
Ici, on le voit, c'est l'étendue minimum de glace au mois de septembre. En noir, ici, ce sont les observations. Donc, les observations montrent clairement une diminution. Et derrière, ce sont toutes des moyennes, finalement, de modèles climatiques qui appliquent certains scénarios de réchauffement. Le rouge, la courbe en rouge, ainsi que la variabilité, indiquent le scénario le plus pessimiste de réchauffement atmosphérique. Et on voit que les observations semblent être une réalisation qui sera incluse dans ce scénario-là jusqu'à maintenant. Et puis, il y a différentes façons d'extrapoler tout ça, mais en fait, on sait qu'on va atteindre un Arctique sans glace en été quelque part dans ce siècle. La question, c'est quand, pour combien de temps? La question se pose toujours. Donc, la communauté scientifique tente vraiment de prédire ce moment-là en essayant d'intégrer toute la connaissance qu'on a de la physique de la glace. Et littéralement, ils ont beaucoup de misère, même à prévoir l'étendue minimum de glace en septembre alors qu'on est au mois de juin. Et à chaque année, il y a beaucoup de... Donc, les experts se réunissent et tentent de faire des prévisions et littéralement ils prennent les informations disponibles et tracent à la main à quoi pourrait ressembler l'étendue de glace. À chaque année, ils font le bilan de leurs essais. C'est comme un pool, en fin de compte. Mais de ce pool-là, donc, il y a des leçons qui sont tirées, puis on apprend à faire des prévisions comme ça. Donc, en fin de compte, moi, j'aime bien cet exemple-là parce que même nous, en fait, quiconque est capable de regarder avec un œil critique les conditions, les prévisions, les informations disponibles, peut essayer de faire des prévisions et ensuite de les confronter à la réalité et de se demander mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité dans le système et de vivre avec l'imprévisibilité ou l'incertitude, c'est une attitude finalement qui, je pense, peut être bénéfique pour former de la résilience en fin de compte. Affronter le futur de manière un peu plus en adéquation avec la variabilité environnementale. J'avais, si vous me permettez, deux questions qui viennent de rentrer, en fait. Il y a quelqu'un qui se demande, il dit, on parle du ralentissement du Gulf Stream. Est-ce que cela aura une incidence sur la formation ou la durée de la glace dans les golfs du Saint-Laurent ou pas? Possiblement, mais c'est pas très certain. En fin de compte, ce qu'on observe dans le Saint-Laurent, c'est que la glace est extrêmement déterminée par les températures de l'air. Jusqu'à maintenant et dans les dernières années, puis vous allez le voir, on va montrer quelques statistiques. Pour l'instant, ça dépend très peu de la chaleur océanique qui est contenue dans l'océan. On peut avoir des étés très, très chauds où les températures de surface du Golfe sont très chaudes, mais si on a un hiver très froid, ben, il y aura beaucoup de glace. Et ça, on l'a déjà observé. Donc, l'été ne conditionne pas l'hiver, ce qui laisse attendre que ce qui se passe dans l'océan, surtout l'océan profond, puis le Gulf Stream affecte beaucoup les températures de l'océan profond, dans l'époque moderne maintenant, affecte très peu l'hiver, la quantité de glace. Merci, Danny. J'avais une autre question. Quelqu'un se demande, est-ce qu'un article sans glace causerait une augmentation plus rapide du réchauffement climatique? Ah, excellente question. Je vois Jérémy hocher de la tête. Ouais, définitivement, oui. C'est vrai que tout à l'heure, on a mentionné que l'absence qu'en tout cas que la fonte de la banquise avait peu d'effet ou pas d'effet sur l'augmentation des niveaux de l'eau. Par contre, ça a effectivement une grosse importance sur l'augmentation de la température globale. La raison principale, c'est que, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Une des grosses raisons, c'est le fait que finalement, la glace, ça agit un peu comme une sorte de couche protectrice, j'ai envie de dire, pour l'absorption de la chaleur par l'océan. Finalement, quand la glace qui est très blanche, quand il y a du rayonnement solaire qui arrive sur la glace, il y a une grosse partie de ce rayonnement qui va être complètement en fait, réfléchi, retourné vers l'atmosphère. Et dans le fond, donc, ça, c'est un phénomène qu'on appelle albédo. Et effectivement, cet albédo qui est très fort avec de la glace, admettons qu'on n'a plus de glace ou moins de glace, effectivement, à l'échelle, si on regarde l'océan d'un point de vue du ciel, l'océan est quelque chose de très sombre, très noir, qui absorbe énormément finalement la chaleur, l'énergie solaire.
Donc, on va avoir tendance à avoir une augmentation beaucoup plus importante de la température de l'océan et de ce fait de la température globale de la Terre. Le problème aussi, du coup, avec ça, effectivement, c'est que, et peut-être je rajouterai par rapport à ce que disait Dany tout à l'heure, c'est que plus nos connaissances avancent sur la dynamique de la banquise en Arctique et ailleurs, plus on se rend compte que finalement, d'ailleurs, nos prévisions, les observations qu'on observe sont des fois même pires que les prévisions qu'on fait. Parce que généralement, à chaque fois qu'on se rend compte d'un nouveau mécanisme, il y a ce qu'on appelle des rétroactions. C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois dans certains cercles vicieux. C'est-à-dire que moins il y a de glace, moins il y a de glace. C'est-à-dire que moins il y a de glace, plus le réchauffement est important. Donc, moins il y a de glace et plus le réchauffement est important. Donc ça, c'est cette espèce de boucle vicieuse. On se rend compte de plus en plus de l'existence de certaines de ces rétroactions, notamment avec les vagues, par exemple, puisque c'est notre domaine de recherche. Comme on avait dit tout à l'heure, les vagues vont avoir tendance à fracturer la glace et donc éventuellement à faire fondre plus rapidement la glace. Donc, quand il y a moins il y a de glace, plus il y a d'étendue d'eau libre pour que les vagues puissent être générées, comme Dany l'a dit tout à l'heure, ça nous prend quand même une certaine distance d'eau libre pour que les vagues puissent être générées. Donc, moins il y a de glace, plus les vagues vont être générées. Et plus les vagues vont être générées, plus elles vont casser la glace. Donc, moins il va y avoir de glace. Donc là, on se retrouve encore une fois dans cette espèce de cercle vicieux. Donc, voilà. Excellent. Voilà, donc on rentre dans le Saint-Laurent maintenant, après avoir exploré un peu l'Arctique. On veut peut-être vous amener sur les observations. D'abord, vous parler des observations pour revenir aux prévisions. Donc, il faut savoir que dans l'époque moderne, en fait, depuis les années 80, il y a plusieurs satellites environnementaux qui surveillent la surface. Et donc, ça, c'est une image qui a été prise par un satellite radar à ouverture de synthèse, donc le satellite RadarSat, un satellite canadien, qui est capable de voir à travers les nuages, donc qui nous montre, qui voit très bien la banquise qu'on voit ici, qui fait des espèces de volutes de fumée, en fin de compte. C'est la glace qui est affectée par les vagues, qui est fragmentée par des petits flots et qui suit les courants, la turbulence des courants. Donc, ces images-là, il y en a plusieurs par jour, et servent à constituer finalement des outils, des cartes de glace qui sont faites semi-manuellement, surtout manuellement par des experts de glace qui analysent et délimitent finalement où est la glace et la qualifient. Et ils utilisent pour ça un standard qui s'appelle le code de l'œuf. Donc, certains d'entre vous ont sûrement être familiers avec ça. C'est disponible sur le Environnement Canada, Service canadien des glaces. Et ça nous permet de voir journalièrement, à chaque semaine aussi, donc l'évolution du couvert de glace. Par exemple, ça, c'est pour le 8 mars, donc c'était il y a 2 jours. Et là, on peut voir pour la baie des Chaleurs, par exemple, le M. Voilà, donc interprétons ici, donc la baie des Chaleurs, on a d'abord la couleur rouge qui veut dire qu'on a 9 à 10 dixièmes de glace, donc c'est couverture presque totale. Mais une glace qui est quand même capable de bouger, donc qui n'est pas complètement immobile et complète, comme on appellerait de la banquise côtière, ou en anglais, land fast ice. Donc, ensuite, pour voir un peu plus en détail quelle est cette condition de glace, on va voir le petit code M, et on a ici un 9+, donc entre 9 et 10 dixièmes de glace. Et ensuite, donc je vais vous reporter ici sur l'exemple, on a comment est répartie cette glace-là. Donc, 60% de glace est à un stade de développement 7, qui correspond à de la glace d'une certaine épaisseur. Donc, ici, entre, de mémoire, 50 à 70 cm. Ensuite, 20% qui est entre 20 et 30. Et 1, donc le stade de développement 1, qui est de la glace très mince d'unilace. Et ici, c'est indicatif du niveau de fragmentation ou de la taille des flots, finalement. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont principalement utilisées par les navigateurs. Par contre, on peut aussi, en tant que n'importe quel usager ou curieux, peut aussi en tirer des informations intéressantes. Moi, j'aime beaucoup regarder ces images-là, par contre. Donc, quand on peut mettre la main sur ces images RadarSat, c'est juste magnifique. Hein, c'est un bel objet. Donc, voici quelques statistiques. Oui, Esteban?
Oui, avant de continuer, il y a une petite précision. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. On peut savoir les liens pour les modélisations et tout ça. Sachez que le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur la page web du projet. C'est adaptationcontierbdc.com. Et puis, on va rendre disponible cette présentation-là aussi sur la page web. On va vous envoyer les liens pour accéder à ça. Et puis, ça va être quelque chose de disponible justement dans le cadre du projet. J'avais une question aussi. Quelqu'un se demandait sur quelque chose que vous avez parlé il y a quelques minutes. Si vous savez, c'est quoi le pourcentage des glaces au pôle Nord? Pourcentage de glace au pôle Nord, ben c'est variable. Donc, on peut retourner à l'animation. Donc, le pôle Nord, vous le voyez ici. Parfois, le pôle Nord, en fait, dans les années récentes, il s'est retrouvé libre de glace. Donc, en général, ce n'est pas l'endroit où on a la glace la plus épaisse, le pôle Nord. Vous voyez ici, donc parfois, il y a de la glace pluriannuelle. La glace la plus épaisse, là, elle est du côté canadien. Elle est poussée par des vents dominants qui arrivent, donc qui traversent l'Arctique depuis la Russie jusqu'au Canada. Ils compriment la glace. Et là, on peut avoir de la glace, là, ce qu'on appelle des crêtes de compression qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres d'épaisseur, qui proviennent d'observations par des sous-marins qui ont transité sous l'Arctique, surtout pendant la guerre froide. En fait. Mais c'est de la glace très, très, très épaisse. Mais le pôle Nord est assez éloigné. Et souvent, en tout cas, dans certaines années, je ne me rappelle plus laquelle, mais ça a d'ailleurs fait les manchettes à ce moment-là, où le pôle Nord s'est retrouvé sans glace. Voilà. On revient au Saint-Laurent. Donc ici, je vous présente, finalement, vous avez vu la carte de glace. Il y a des cartes de glace qui sont faites à chaque jour et elles servent après à faire des statistiques. Donc, on compile tout ça. On compile les informations sur l'épaisseur, mais sur l'étendue aussi. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est on va analyser l'hiver actuel qui, je vous l'annonce, en fin de compte, si la tendance se maintient, le laboratoire de physique des océans annonce que ce sera un record minimum de glace cette année en termes d'étendue totale. On parle d'un record sur l'ensemble des données qu'on a, je pense, 1968. 68. Donc, ça date quand même de 50 ans de données. Mm-hmm. À date, cette année, c'est le record du minimum de glace dans le Saint-Laurent. Voilà. Donc, vous voyez la courbe en vert ici, c'est la médiane de glace. Donc, si on prend les 30 dernières années, on a la médiane d'évolution, de la couverture de glace pendant un hiver. Et ici, je vous ai montré la saison 2018-2019, qui est une saison quand même assez élevée en concentration versus cette année. Donc, très pauvre en glace. Et puis, si on met ça sur l'ensemble de la période couverte par les observations, on voit que ça, c'est le total accumulé de glace. Donc, on regarde finalement l'air sous la courbe. Donc, on somme les petits rectangles finalement d'une saison. Et on se rend compte que le dernier minimum remontait à 2010. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des souvenirs associés à cette année-là, 2009-2010. C'était notre ancien record. Et là, ce n'est pas terminé, mais on est encore en dessous de ce record ici. Par contre, regardez les années juste avant, les dernières années, même la dernière en 2013-2014, a presque battu il a fallu remonter très loin dans le passé pour retrouver des années similaires, donc en 1989-90. Notez ici qu'en gris, ce sont des incertitudes liées à des interpolations parce qu'on n'avait pas une couverture temporelle aussi étendue que dans l'époque actuelle. Mais donc, le message ici, c'est que la variabilité interannuelle, donc d'une année à l'autre, est encore très importante dans le golfe du Saint-Laurent, vous voyez. Donc, de 2010, on a passé à des valeurs très faibles, mais par des valeurs très élevées aussi. Et donc, ce qu'on est en train de vivre cet hiver n'est pas garant de ce qui va se passer l'année prochaine, ni dans 2 ans, absolument pas. Donc, on n'a pas de prévisibilité très bonne, je vous le disais tout à l'heure, de l'hiver prochain, même quand on est en plein cœur de l'été ou à la fin de l'été même. Pardon. Donc ici, c'est un peu, ça c'est la couverture maximale de glace pendant un hiver. Donc même là, on est encore en dessous du dernier record. Ça, c'est la même semaine. Donc, c'est pour vous montrer quelques exemples de statistiques qu'on peut nous-mêmes sortir à partir du site du Service canadien des glaces. Je vous ai mis aussi un lien où on peut analyser les mêmes données, mais en comparant ça avec ce qu'on appelle le nombre de degrés jour de gel, donc une application qu'on a développée avec l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent, où on voit que finalement, plus on accumule du froid, donc des températures négatives sous le point de congélation,
plus on a de glace dans l'hiver et on essaie, en fait, on est à la recherche nous-mêmes de méthodes de prévision là, ou de corrélation entre la température de l'air et la quantité de glace. Et ça confirme que c'est l'hiver c'est l'atmosphère qui détermine les conditions de glace et non l'océan encore. Donc, en termes de prévision à court terme, donc si vous voulez savoir qu'est-ce que la météo nous réserve justement pour les prochains jours, il y a évidemment Environnement Canada qui fait des prévisions sur 48 heures des conditions océaniques. Et ces prévisions-là sont disponibles sur le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Donc, ici, on a un exemple pour ça doit être le 9 mars. Le 9 mars, très récent. Donc, c'est un exemple que Jérémy est allé tirer. Et ici, donc, on travaille aussi sur une prévision. Donc, ça, c'est des modèles un peu nouveaux qui n'existent pas encore en mode opérationnel, mais on cherche à coupler justement l'effet des vagues et de la glace. Donc, on a en ce moment un système, on va dire, expérimental que Jérémy a développé pour prévoir les conditions de vagues, mais qui tiennent compte de cette atténuation qu'on observe dans la glace. Donc, ça, c'est le 8 mars cette année, et ça, c'est le 8 mars, je ne le vois pas à mon écran, 2010, voilà. Donc, pour vous montrer qu'à une date similaire, on peut avoir différentes couvertures de glace, donc, et différentes, évidemment, impacts sur le climat de vagues, donc d'érosion à la côte, dépendamment de où on se trouve. C'est un peu l'illustration ici que les aléas à la côte, ou l'érosion, la submersion, qui proviennent on l'a dit, de la marée astronomique, mais auxquels on additionne les effets des vents et des vagues surtout, sont fortement atténués par la glace ici. Et là, on s'en va vers, parlons des prévisions à plus long terme un peu. Je vais revenir ici à cet exemple-là. On a fait l'exercice de regarder quelles sont les prévisions des modèles climatiques de température pour le golfe du Saint-Laurent. Et ici, ce sont les prévisions de quelques modèles globaux et régionaux canadiens. Donc, on a l'époque récente ici. Les petits points, ce sont des observations. Et on a donc globalement une augmentation des températures là, sur le prochain siècle d'environ 5 à 6 degrés en moyenne sur l'année. Ça se répercute de cette façon-ci sur les conditions d'englacement. Donc, on voit les observations. En rouge, vous avez la couverture maximale de glace dans le golfe, comme on a vu tout à l'heure. Première chose à remarquer, très variable d'une année à l'autre, dans l'époque récente. Et dans le climat futur, on a la courbe en rouge ici. Donc, on s'attend à une diminution de la moyenne, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la variabilité, par exemple, si on prend excusez-moi, on revient en arrière. Si on prend cette donnée-là ici, et donc ça, c'est un extrême, mais finalement, si on se répercute en 2070, il est possible qu'on ait des maximums, des étendues de maximum de glace qui soient encore de 75 %. Donc ça, c'est encore possible. Et si on ne préserve pas la mémoire de ce qu'est puis qu'on n'est pas adapté finalement avec nos infrastructures, les brises-glaces pour le déglaçage, si par exemple on arrête de maintenir nos brises-glaces en 2040, il se peut qu'en 2070, on se fasse surprendre par un événement extrême de glace, mais qui va être plus rare dans un climat futur qu'il l'est maintenant. Et on sera peut-être habitué à des hivers donc plus fréquents qui vont être moins intenses en termes de glace, donc avec des hivers plus chauds. Donc, il y a l'accoutumance, en fin de compte, qui peut nous jouer des tours. Et donc, se rappeler de cette variabilité-là pour le Saint-Laurent, c'est mon conseil. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense que c'est un message important qu'on voulait apporter lors de cette présentation. C'est montrer effectivement que cette variabilité interannuelle est très importante. Et du coup, notamment quand on parle de résilience, quand on parle d'adaptation au changement climatique, il faut toujours d'avoir en tête toujours le fait que cette variabilité naturelle existe. Et effectivement, pour éviter quand on veut s'adapter, il faut qu'on prenne en compte cette variabilité. Et des fois, simplement se dire, par exemple, là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de glace, ça veut dire qu'il n'y a plus de glace. Il faut faire attention avec ce genre je ne l'ai pas en français le mot, mais de raisonnement, en fin de compte. Puis, il y a quelques anecdotes qu'on a vu passer dans les médias où il y a des décisions qui ont été prises pour, par exemple, décider d'approvisionner la Côte-Nord
par bateau au lieu de poursuivre par avion parce qu'on est habitué à des hivers plus chauds finalement. Et hop, on se fait jouer des tours parce que là, la glace est revenue. Et là, on se fait demander par les journalistes qu'est-ce qui se passe cette année. Et donc, voilà, on leur dit, ben, c'est variable. Voilà. Si vous me permettez, là, j'ai encore quelques questions qui sont rentrées puis sont en lien avec ce que vous mentionnez. Il y a quelqu'un qui se demande est-ce que cette variabilité des couverts de glace a un lien avec El Niño? Ça peut Oui, mettre dans en le fait, Saint-Laurent. en fait, compte les températures de l'air. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les températures de l'air qui déterminent le plus les conditions de glace. Les températures de l'air sont affectées par les grands systèmes globaux, dont El Niño. Et donc, oui, ils font partie de la variabilité qu'on observe sur fond de tendance au réchauffement. Donc, oui, ça en tient compte. J'avais une autre question. Est-ce que la réduction de l'oxygénation de l'EGSL, j'imagine, je ne sais pas exactement c'est quoi, contribue, modifie la dynamique des vagues ou la formation des glaces de mer? Non. 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 Parfait. On veut savoir, est-ce que moins de glace, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les îles de la Madeleine en termes d'érosion? Oh, alors là, je dirais globalement, au premier ordre, disons, je dirais que c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, dans les détails, la glace peut des fois, dans certains cas, accélérer l'érosion. Et là, je sors un peu de mon expertise, c'est plutôt donc les études du laboratoire de gestion côtière là, qui pourraient répondre. Mais à mon avis, en d'ordre général, c'est les vagues qui font les dégâts. Là. Donc, moins de glace, plus de vagues. Effectivement, il y a quand même, donc c'est vrai que nous, on n'est pas des experts là-dedans, mais tout ce qui concerne la dynamique du pied glace, c'est-à-dire de la glace qui va se retrouver vraiment sur la plage. Puis des fois, on peut voir sur la plage des très, très gros morceaux de glace. Et ça, effectivement, ces morceaux de glace, ce pied de glace aussi, varie énormément avec tout simplement la marée. On peut voir ce pied de glace qui va bouger avec la marée. Très certainement que ces mouvements-là peuvent avoir une importance pour l'érosion côtière. Il y a des études à l'heure actuelle qui sont justement faites au laboratoire de géographie côtière. Nous, c'est vrai que c'est moins notre domaine, cet aspect-là, mais effectivement, c'est un aspect à prendre en compte. J'avais aussi une autre question, je vais vous la lire, un peu longue, là, mais bon. Est-il possible que la faible présence des glaces dans l'Arctique modifie le courant marin? La personne a dit, je pense principalement au courant marin provenant de la fonte de l'Arctique qui coule jusqu'à dans le fleuve et alimente les phytozooplancton. Il me semble avoir vu cela dans mes cours il y a bien longtemps, mais crains que cela se produise. Est-ce que c'est un mythe que les courants marins pourront être modifiés avec la fonte totale de l'Arctique? Les courants, il faut dire, là, puis même c'est le cas du Gulf Stream, ils sont affectés beaucoup par la rotation de la Terre. Donc, la Terre va continuer de tourner. Et même chose pour le bassin arctique. Les courants qui nous proviennent de l'Arctique longent la côte canadienne, transportent avec ce courant-là de la glace et toutes sortes de nutriments aussi. Donc, les courants ne risquent pas de changer tant que ça, donc, pour affecter le golfe du Saint-Laurent. C'est plutôt le contenu de ces eaux-là, de ces masses d'eau-là, qui risquent de changer, notamment en chaleur, en oxygène, donc en amont. Ça, il y a des contenus qui vont changer aussi, en salinité parfois. Par contre, c'est ça, c'est pas un effet dominant. Le changement des courants n'est pas un effet très, très dépendant de la présence ou non de la glace de mer en Arctique. Il y avait une autre question. J'ai répondu un peu personnellement à la personne, mais je trouvais qu'elle était pertinente. Est-ce que la présence ou l'absence de glace influence la vie aquatique, la faune et la flore? Oui, énormément. Oui, ça dépend laquelle, etc. Mais bon, il y a toute une cascade trophique, une cascade d'interactions qui peut se passer. Et évidemment, la glace conditionne, par exemple, la lumière en hiver. Donc, qui démarre la production primaire, qui peut déterminer quand la production primaire va survenir, comment dans le temps elle va s'étaler. Il y a aussi les mammifères marins. On sait que dans le Golfe, évidemment, le phoque du Groenland utilise la banquise pour mettre bas.
s'il n'y a plus de glace, ben, cette population-là va tout simplement se déplacer, être impactée forcément. Les autres mammifères marins aussi. Donc, partant de la lumière, on peut imaginer toute une cascade d'effets trophiques là, qui vont changer les conditions de l'écosystème. Et ce qu'on observe aussi dans le Golfe, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est des recherches qui se font, des monitorages qui se fait à l'IML beaucoup, mais il y a un réchauffement continu des eaux profondes du Golfe qui sont en train sont associées à des changements profonds dans l'écosystème, notamment le retour de certains poissons de fond qui n'étaient pas là, donc des impacts sur la crevette, des choses comme ça. Donc, voilà. J'ai vu une autre question qui vient de rentrer. Est-ce que l'épaisseur des glaces joue sur l'atténuation des impacts des vagues ou seulement l'étendue? Non, l'épaisseur est importante aussi, tout à fait. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les vagues qui se propagent dans la glace, c'est de la glace somme toute très mince. Si ça avait été une banquise de 2 mètres d'épais, on n'aurait pas vu cette propagation de vagues. Si. Ah, on va terminer. On a une petite. En fait, on arrive à la fin, en fin de compte, où on peut. Ici, Jérémy est allé l'année dernière à New Richmond. Puis pour la présentation qui avait été annulée, mais il a quand même apporté. On utilise beaucoup les drones. Vous avez vu quelques images, là, donc pour observer et même étudier quantitativement les interactions vague-glace. Donc, Jérémy a fait quelques captures de vidéos de votre paysage. Et voilà. Donc, c'est un outil qui peut être, qui est de plus en plus, évidemment, utilisé, qui est assez accessible et qui peut permettre d'étudier, en fait, de caractériser un environnement de manière très puissante. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été moi-même en fait assez étonné en fait, du couvert de glace quand je suis arrivé dans la baie des Chaleurs. Je n'ai pas souvent l'occasion d'aller là-bas et on prend d'ailleurs beaucoup plus de mesures plus proches de chez nous à Rimouski. Et même la forme de la glace était complètement différente de ce que nous, on a l'habitude de voir dans l'estuaire. D'ailleurs, moi, j'ai souvent plus le nez dans les simulations numériques et dans les modèles. Les modèles de glace, très souvent, prédisent quand même de la glace pas mal pendant tout l'hiver dans la baie des Chaleurs. Et en discutant du coup avec plusieurs personnes qui habitent dans la baie des Chaleurs, mais c'est vrai qu'en fait, on n'a pas tant de glace que ça dans la baie des Chaleurs. Donc, il y a aussi là des processus particuliers à la baie des Chaleurs qui seraient intéressants vraiment, je pense, à étudier, et sûrement que les modèles globaux et même régionaux de glace peuvent manquer un petit peu certains processus qui peuvent se passer vraiment à l'échelle très locale. Mais des choses intéressantes, par exemple, que j'avais pu voir pendant mon petit séjour par chez vous, c'est ce genre d'image-là. Ceci, ça a été pris donc je suis à peu près à 80 mètres de haut là, avec un drone. Puis cette espèce de forme assez dessinée, en fait, c'est comme de la nouvelle. En fait, c'est la nouvelle glace qui se forme, qui est très fine. Mais c'est vraiment, ces formes-là sont caractéristiques. Moi, je n'avais jamais vu ça dans notre coin. En fait, c'est vraiment caractéristique d'environnements qui sont très, très calmes. Donc, quand l'environnement est vraiment très, très calme, la glace a tendance à se former en très, très longs cristaux, je dirais un cristaux, mais dans le sens où des très, très longues structures comme ça qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres. Et c'est des choses que nous, on ne voit pas finalement par chez nous, parce qu'il y a quand même du brassage, il y a des vagues qui arrivent, qui compressent la glace, etc. Donc, on n'a pas tendance à voir ce genre de choses-là chez nous. Donc, c'était quand même intéressant de vous montrer la particularité de la glace dans la baie des Chaleurs. Merci à vous deux. Avant d'aller vers la fin de la présentation, je viens de vous envoyer un lien pour un sondage d'appréciation de l'activité. Comme vous le savez, on offre des activités de sensibilisation, des formations dans le cadre de ces projets-là. On veut voir quelles sont les personnes qu'on rejoint par ces activités-là. Donc, si vous voulez aller bien remplir, ça va vous prendre 3-4 minutes, ça serait bien. Sinon, pour les panélistes, on a quelques questions encore les participants ont posées. Il y a quelqu'un qui se demande si dans la baie, la glace est plus épaisse. Plus épaisse? Plus épaisse que… Ouais. Ouais.
c'est juste comme ça? Là, une question large, mais cette année, c'est sûr qu'il n'y a pas de glace. Non, c'est ça. En fait, l'épaisseur de la glace va beaucoup être déterminée par les mouvements de la glace. Donc, oups, je suis désolé. Alors, pour continuer à répondre, donc, effectivement, comme Dany disait, effectivement, l'épaisseur de glace, en fait, est générée par souvent les mouvements donc de compression de la glace, etc. Quand on a de la glace de mer où il y a très peu de mouvement, ben, finalement, on va avoir des épaisseurs plus petites parce qu'elle est simplement conditionnée par finalement la température de l'air. Super, merci. Il y a quelqu'un qui se demande si une augmentation du trafic maritime dans la partie fluviale et dans le EGSL peut suffisamment fracturer le couvert de glace de mer pour engendrer la diminution totale du couvert de glace au cours d'un hiver. Non, c'est un effet qui est complètement négligeable. Il y a quand même des effets de la navigation, surtout dans les endroits où la banquise est attachée à la côte. Donc, dans le Saguenay, quand même. Dans le Saguenay, mais dans le Saguenay, c'est un cas particulier parce qu'il y a de la navigation, mais la banquise reste attachée à la côte quand même tout l'hiver. Mais dans les fjords qui seraient un peu plus larges ou dans l'Arctique canadien, lorsque des communautés sont approvisionnées par des navires, justement, ils doivent respecter des règles pour éviter de casser trop la glace parce que des pans entiers de banquise peuvent être rupturés. Mais comme dans le Saint-Laurent, il y a toujours un écoulement, la marée est très forte, donc empêche beaucoup la solidification du couvert de glace complet. Donc, ça n'arriverait pas, mais il y aurait toujours de cette mobilité même sans navigation. Merci. On peut commencer. On a encore 2-3 questions, là, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des infrastructures pour tenter de prévenir l'érosion côtière, plus spécifiquement en protégeant la banquise côtière, où les protections possibles sont plus sous forme de brise-vagues? À ma connaissance, non. En fait, en hiver, là, la tendance, c'est d'enlever toute infrastructure de la mer. Donc, on enlève, il y a beaucoup de bouées de navigation qui sont enlevées. Toutes les bouées météorologiques océanographiques sont enlevées de l'eau parce que les forces associées à la glace sont très grandes. Donc, souvent, les structures ne résistent pas à la présence de glace. Et à ma connaissance, peut-être qu'il existe des choses, mais je ne peux pas dire. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, serait-il envisageable de faire de l'ingénierie des glaces pour atténuer l'érosion? De l'ingénierie de glace? On pourrait. Ça, c'est drôle. Dans l'Arctique, l'industrie pétrolière avait considéré, ça s'est déjà fait aussi, de construire des îles de glace pour asseoir, par exemple, des plateformes pétrolières. Et donc, ils pompaient de l'eau, puis ils l'envoyaient dans l'atmosphère qui gelait. Un peu comme un canon à neige. Et donc, on formait un immense bloc de glace qui allait ultimement se mettre au fond et ancrer une structure, en fin de compte, puis protéger justement de la glace environnante. Ça s'est déjà fait. Est-ce qu'on pourrait le faire sur la côte? Je serais toujours tenté de dire que ce genre d'idée-là, faudrait faire très attention avec... Parce que généralement, encore une fois, avec les connaissances, surtout avec la glace, il faut comprendre aussi que notamment avec la glace, on a encore énormément il y a encore énormément de trous là, dans nos connaissances actuelles sur la dynamique de la glace, etc. On ne connaît pas encore tous les processus en jeu, ou en tout cas, on n'est pas encore capable de caractériser vraiment tous les processus. Oui. Donc, faut toujours faire attention avant de vouloir, je pense, jouer un petit peu avec ces choses-là. Et ça s'est vu d'ailleurs assez souvent, tragiquement, pas avec la glace, mais quand on a voulu dire, tiens, disons, des fausses bonnes idées. Par exemple, une idée qui avait été émise et qui avait été en fait mise en place il y a quelques années, je pense il y a 20 ans, ou pour justement pour contrer le réchauffement climatique. Finalement, on avait remarqué que le phytoplancton dans l'océan était finalement une grosse pompe à carbone dans la machine climatique, à l'instar, en fait, même beaucoup plus que les forêts sur Terre.
Parce que le phytoplancton, comme n'importe quelle plante, va capter du CO2 pour en faire de la matière organique, puis quand ça va mourir, ça va tomber, ça va sédimenter dans le fond. Et il y avait eu l'idée, par exemple, d'ensemencer des parties de l'océan pour pouvoir créer des gros blooms phytoplanctoniques pour capter, faire des grosses pompes à carbone. Bon, il s'est avéré qu'il y a quand même comment on dit, des impacts collatéraux exactement, non prévus qui sont de ce genre de phénomène, d'eutrophisation des eaux, de perte d'oxygène. Donc, je dévie un petit peu du sujet de la glace, mais tout ça pour dire que quand on veut jouer avec ce genre de processus, il faut faire attention avant de... Voilà. Merci. Oups. Donc, pour terminer, en fin de compte, il y a cette image ici qui a été produite par Jérémy qui, avec le même drone, a pris des photos, différentes photos. Et avec un logiciel, on est capable de faire une orthomosaïque pour cartographier une banquise qui serait assez statique, en fin de compte. Donc, qui peut être un outil justement de caractérisation d'un milieu et de suivi d'un milieu aussi, avec des méthodes relativement peu dispendieuses et accessibles. Et puis, voilà, donc c'est un petit exemple qu'on a fait, qu'on utilise aussi en mode recherche ici dans l'estuaire. Et donc, dans la présentation, vous avez beaucoup de liens, en fin de compte, un peu répartis partout, mais ici, vers des sites où vous pourrez trouver l'information qui apparaît dans cette présentation-là. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup, Jérémy. On a dépassé quelques dizaines de minutes de l'heure qu'on avait prévue, mais merci beaucoup de toutes les questions, tous les commentaires. C'est super intéressant. Merci à toute l'information que vous nous avez transmise pendant cette heure des webinaires. Je vous rappelle qu'on va la mettre en ligne sur la page web du projet et aussi la présentation va être en ligne sur la page web du projet. Je vous ai envoyé aussi les liens pour remplir le petit sondage d'appréciation de la formation, puis pour voir aussi un peu les portraits des gens qui participent dans ce genre de webinaires-là pour les projets. Merci encore. Et puis, on espère vous voir bientôt. On va planifier. On a dans les projets différentes séances de consultation qui s'en viennent au cours de cette année. Restez aux aguets. Puis, on va aussi avoir quelques possibilités là, de peut-être faire des sorties. On va voir avec la pandémie comment ça se passe, là, mais on va essayer d'informer, de sensibiliser le monde et puis de consulter aussi les gens dans la baie des Chaleurs, dans les cadres de municipalités qui participent au projet, les consulter pour les actions à venir là, parce qu'on est en train de mettre en place une stratégie d'adaptation dans le cadre de ce projet-là. Merci beaucoup et bonne soirée.